Lénine, aujourd'hui, c'est une vieille lune. Bientôt, même les lycéens et même les étudiants ne sauront plus qui était ce personnage. Tout au plus flotte-t-il dans la mémoire populaire européenne le nom de Staline. Mais sans Lénine, pas de Staline. Alors il nous faut bien y revenir. Y revenir, oui, parce qu'il a pesé très longtemps après sa mort sur le destin d'un pays comme la France, entre autres, et du monde entier finalement. Alors Lénine, il est né en 1870, année facile à retenir, puisque funeste pour la France, pour les raisons connues. Il est né en 1870 et il est né d'un père kalmouk, asiatique donc, et d'une mère européenne hein, qui était née blanche, comme on dit en français, par son père, et son père, lui, était né Ulyanov, d'un nom kalmouk transformé en russe. Ulyanov. Alors son père était un orthodoxe, un chrétien orthodoxe, qui a fini par ses mérites à occuper le rang d'inspecteur d'académie de tout l'enseignement dans une immense province de l'Empire des Tsars, et qui était très pieux et très consciencieux dans son travail. Sa mère était une riche propriétaire terrienne et la fille d'un médecin qui n'était pas n'importe qui, le docteur Alexandre Blanc. Alors, attardons-nous sur ce personnage, parce que déjà il faut démolir une première légende, selon laquelle elle a été colportée, cette légende, aussi bien par les amis de Lénine que par ses ennemis les plus déterminés, selon lesquels le futur Lénine, donc né Vladimir Ilitch Ulyanov, était juif. Alors qui était donc le grand-père paternel, pour citer celui-là, du jeune Vladimir Ilitch Ulyanov? Eh bien, c'était tout simplement un médecin de la police secrète du tsar, entré en fonction immédiatement au moment de la révolte des officiers libéraux qui voulaient susciter un putsch en Russie pour l'aligner sur les démocraties occidentales de l'époque, telles que la Grande-Bretagne par exemple, ou déjà les États-Unis d'Amérique. Bien, ce putsch échoua et un certain médecin de la police du tsar, donc le docteur Blanc, n'y a pas été pour rien, lui non plus, dans la répression, ses fonctions dépassant largement le cadre simplement médical. C'est bon à signaler. Alors, le père de Vladimir Ilitch Ulyanov était donc orthodoxe et la mère était à la fois catholique par son père et luthérienne par sa mère. C'est intéressant à noter. D'autant plus que dans la Russie de l'époque, je dirais que chez les luthériens n'étaient peut-être pas très appréciés pour pas mal de raisons. Mais glissons. Notons ceci. Alors il a été prétendu par la suite, notamment par une universitaire israélienne, que Lénine était d'origine juive. C'est absolument faux, parce qu'elle s'est basée sur le fait, effectivement, qu'il a fallu que le docteur Blanc, le grand-père maternel, change de religion pour rentrer dans la police du tsar. Puisque, comme on ne l'ignore pas, le tsar était le chef de l'église orthodoxe en même temps que chef politique. Voilà pourquoi les serviteurs, notamment dans la police secrète ou le corps des officiers, ils devaient nécessairement être de religion orthodoxe au début du XIXe siècle. J'en arrête sur ce chapitre qui est néanmoins important. Je ne plaide pas la cause de Lénine d'ailleurs, puisque là, il y a de quoi décevoir certains qui sont dans des camps parfois opposés. Voilà, je n'insisterai pas là-dessus.
Alors donc, le jeune Vladimir Ilitch Ulyanov a un frère aîné. Ce frère aîné se fera impliquer dans un complot terroriste particulièrement sauvage dans son genre, prévoyant une bombe avec des morceaux empoisonnés à la strychnine au cas où le tsar ne serait que blessé, puisque c'est lui qu'il s'agissait de tuer. Pour sa participation très engagée dans ce complot, il sera condamné à mort et pendu. On a beaucoup insisté, notamment d'un point de vue psychiatrique, sur l'importance de cette exécution capitale dans le développement politique et dans le comportement du jeune Ulyanov par la suite du futur Lénine. Eh bien, figurez-vous que le Ulyanov, Vladimir, avait horreur qu'on lui rappelle son frère aîné et qu'il ne voulait pas en entendre parler. Il le racontait à ses très proches sous la forme d'un rêve où il coupait une corde de pendu. Ça allait très loin, ce rêve. Cela voulait dire que son frère, pour lui, tenez-vous bien, n'était qu'un aventurier. Non pas qu'il désapprouvât ce qu'il voulait faire, mais c'était la méthode qui ne lui paraissait pas la bonne. Il fallait être plus structuré, il fallait être armé d'une doctrine. Une doctrine. Eh bien, il reçoit une éducation très correcte, il devient avocat, profession où il a dû faire 2 apparitions, c'est-à-dire il a dû faire 2 ou 3 procès, tous brillamment perdus, pour raison majeure d'incompétence à peu près totale, car ceci ne l'intéressait pas. C'était une profession parce qu'il fallait en avoir une. Ce qui l'intéressait, c'était la politique. Et il avait découvert le Capital de Karl Marx, qui circulait en Russie tsariste, non pas sous une forme clandestine, mais sous une forme tout ce qui est de plus officiel, puisque c'était considéré comme un ouvrage purement et simplement de nature économique par la censure du tsar. Donc il fait la connaissance de Marx, des premiers marxistes russes, et ça lui donne de grandes idées. Et il observe l'évolution dans son pays, qui est à caractère terroriste. Des gens comme son frère aîné, il y en a beaucoup. Ils se distingueront dans une succession épouvantable d'attentats dans la Russie tsariste, en continu. Un tsar, naturellement, restera sur le carreau, il est bien connu, et de très très nombreuses personnalités, mais également de simples policiers, de simples magistrats, des petits partisans de l'Église orthodoxe ou du tsarisme, ou des deux, etc. Très très nombreux, et il y aura de très nombreuses scènes de guerre civile. Je parlerai tout à l'heure brièvement de 1905. Donc, Lénine développe ses idées. Lénine. Au fait, d'où vient ce surnom? Eh bien, il est assez difficile à expliquer. Encore aujourd'hui, les spécialistes y arrivent péniblement. Il l'acquiert vers la 20e année, au début des années 1890. Il signe certains opuscules de ce nom, qu'on s'explique mal. Mais il commence à lui donner une certaine notoriété, il est averti, puis arrêté par la police du tsar, il commence à avoir quelques ennuis, et finalement, naturellement, j'allais dire, ça désolera sa famille, non. Non, parce que son père était mort dès 1886, avant qu'il s'engage sur cette pente. Quant à sa mère, elle approuvera tout ce que fera son fils cadet. Elle approuvera la totalité. C'est le seul fils qui lui reste. Il a d'autres... il a des sœurs, mais c'était le fils qui lui restait. Donc il est particulièrement choyé par sa mère, qui ferme les yeux sur ses fantaisies politiques, qui font qu'il finira par s'expatrier, après quelques problèmes avec la justice du tsar, un éloignement des régions de l'ouest de la Russie, et finira par atterrir
en Angleterre, en France, et il y connaîtra un certain nombre de personnes qui lui rendront visite. Parce qu'il est marxiste, mais il n'est pas le seul, il n'a pas été le premier, et il ne va pas être le dernier. Beaucoup de gens vont rejoindre le marxisme en Russie, notamment dans l'émigration, où c'est sans doute plus facile qu'en Russie même, encore que, je répète, le Capital et autres écrits de Marx ont toujours été légaux sous les tsars. Donc, il connaît un certain nombre de personnes, des jeunes gens. Il était d'ailleurs très jeune encore à cette époque, au début de son émigration. Et il y a un parti social-démocrate de Russie qui s'est constitué sur une base purement marxiste. Ce sont tous des marxistes, mais avec différentes visions. Et il y a une vision très révolutionnaire qui va s'appeler le bolchevisme, par suite de l'intervention de Vladimir Ulyanov, dit Lénine, dans ces débats. Oui, parce que dans les congrès qui ont lieu à l'étranger, à Bruxelles, à Londres, 1903-1904 sont les années piques. À ce moment-là, Lénine a déjà 34 ans, le temps a passé, en 1904. Eh bien, le débat se déroule. Peut-on pratiquer le marxisme sur les tsars? Oui. Peut-on avoir des élus? Oui, par exemple, dans les conseils municipaux. Peut-on avoir des élus politiques? En 1905, ça va être accordé. Et les bolcheviks auront des élus dans les chambres parlementaires du tsarisme, le plus légalement du monde, alors que ce sont des révolutionnaires purs et durs. Donc, il y a un débat là-dessus. Lénine n'est pas contre l'utilisation des possibilités offertes par la démocratie bourgeoise ou les essais de démocratie tentés par l'autocratie russe, mais il a une vision assez différente, puisque déjà, il organise sa fraction, son groupe, dans le Parti social-démocrate, et notamment au niveau des finances. Il sépare les fonctionnements financiers des socialistes, des sociodémocrates qui ont ces idées, de celui des sociodémocrates qui sont des gens plus pratiques de la démocratie comme en Occident et pénétrons les élites pour avancer, etc. Il a une vision tout à fait différente. Et pour ça, il lui faut d'abord des moyens financiers, et il utilise des moyens très peu orthodoxes. Détournement d'héritage, attaque de banque, où il y a mort d'homme notamment, dont une célèbre attaque en Géorgie, dans sa capitale, Tiflis, dont l'organisateur, du moins sur le papier, il n'était pas présent lors de l'exécution, est un certain Joseph Djougashvili, plus connu sous le nom de Staline par nos contemporains, et il se procure de l'argent par des moyens peu orthodoxes, y compris par la coopération avec la police du tsar, l'Okhrana, contre les mouvements à vision terroriste directe, comme par exemple les socialistes révolutionnaires, que Lénine considère comme des adversaires très dangereux. Lénine organise des implantations dans les usines, qui dénonce, qui mieux les camarades SR dans les usines à l'Okhrana, moyennant quoi l'Okhrana tolère l'activité des bolcheviks dans les usines. Alors, ne nous égarons pas dans cette soupe nauséabonde. Voyons le problème, c'est que une partie du Parti social-démocrate considère les procédés de Lénine et de ses partisans comme inacceptables. Les partisans de Lénine et certains aventuriers, comme le nommé Trotsky, qui l'appuie à ce moment-là, le jeune Trotsky, le soutiennent contre des gens qu'ils trouvent trop respectueux d'un certain nombre de dispositions légales, trop intellectuels, etc., etc. Ils préfèrent une voie violente, mais pas exactement dans les formes pratiquées par les socialistes révolutionnaires, les anarchistes et autres. Ils préfèrent la violence de masse, en un mot commençant, plutôt que la violence individuelle.
ça, c'est une distinction très importante à faire. Lénine est partisan de la terreur, mais de la terreur de masse, qui suppose déjà un état d'avancement poussé du mouvement révolutionnaire, et non pas la violence individuelle consistant à tuer un tsar de ci, de là, un gouverneur de région militaire ou le titulaire d'une grande mairie. Non, c'est pas intéressant, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut pratiquer la violence de masse, il faut mieux se préparer à tuer au besoin des milliers ou des dizaines de milliers de gens d'un coup, plutôt que de perdre notre temps avec des personnalités ou des fonctionnaires qui sont remplacés immédiatement. Voilà. Voilà la véritable opposition. Donc le parti social-démocrate se sépare en deux tendances. Les minoritaires, en russe les mencheviks, ceux qui ont perdu le débat aux voix, on votait comme dans un vulgaire congrès démocratique, avec peut-être quelques astuces peu orthodoxes en coulisses, et puis les majoritaires, du russe bolchoï, grand, majoritaire, les bolcheviks. La tendance de Lénine est connue sous le nom des bolcheviks. En France, on disait les bolchevistes, etc. Voilà. Bon. Alors, là, à ce moment-là, Lénine agissait d'Angleterre. Il va passer en France par la suite. En Angleterre, il a reçu le meilleur appui des églises protestantes, nombreuses, y compris l'officielle, en Grande-Bretagne. Il tiendra d'ailleurs ces réunions politiques dans des temples ou dans des salles paroissiales consacrées. Voilà. Et il recevra de nombreux visiteurs. J'ai déjà cité Trotsky tout à l'heure, je le cite à nouveau, et un certain nombre d'autres, et de nombreux intellectuels. Puis il s'installera en France, où il connaîtra une très grande liberté, et il habitera dans le 14e arrondissement de Paris, voilà, où aujourd'hui il y a dans la rue où il se trouvait un musée Lénine. Voilà, alors il espère sans arrêt la révolution, bien entendu, il se réjouira quand il y aura 1904-1905, et il prendra à fond le parti de l'empire du Mikado du Japon contre ce qui est en fait sa patrie, la Russie. Comme on le sait, le Japon finira par gagner après une guerre très sanglante, a gagné au moins dans le traité de paix. Sur ce qui concerne la réalité des batailles, ceci est une autre histoire sur laquelle il y a beaucoup de légendes fausses au détriment de la Russie. Ceci étant, le tsar, très pacifiste, finit, alors que son armée pouvait l'emporter, par signer la paix aux États-Unis avec le Japon. Peu avant, il y a eu janvier 1905, une tentative révolutionnaire éclate en Russie. Lénine est très content qu'elle se déroule, mais il n'ira pas prendre de risques exagérés en se rendant dans son pays. En revanche, Trotsky, par exemple, des gens moins connus comme un russo-ukrainien, Parvus, le fera, ami de Lénine, à Saint-Pétersbourg, et il s'en suivra un certain nombre d'événements. Il y aura une insurrection à Moscou, principalement dirigée par les bolcheviks d'ailleurs. Bon, à Saint-Pétersbourg, il s'agira d'autre chose, et beaucoup de sang coulera, mais le régime tsariste finira par l'emporter contre les débordements révolutionnaires et instaurera à ce moment-là encore plus de liberté dite démocratique, parlementaire, en Russie. Il y en avait déjà un certain nombre avant, contrairement à ce qu'on dit. Notamment, il y avait la liberté syndicale, par exemple, en Russie tsariste, bien avant. Donc, nous rentrons dans quelque chose de nouveau en 1904-1905. Lénine, de ses exils étrangers, appuie la constitution de fractions parlementaires bolcheviques dans les grandes municipalités, même à la Douma, c'est-à-dire au Parlement tsariste, il y a des députés bolchevistes, et ainsi de suite. Voilà.
et il continue sa lutte sourde dans l'ombre contre les socialistes révolutionnaires, contre les mencheviks, qui sont à ses yeux des ennemis, c'est-à-dire les socialistes démocrates marxistes qui ne partagent pas sa vision du combat politique, et ainsi de suite. Voilà. Et puis il étudie ceux qu'on appelle les cadets, abréviation russe qui signifie les constitutionnels démocrates. Les partis bourgeois, ça l'intéresse beaucoup. À noter qu'il connaît très bien un nommé Kerensky, qui est un chef social-démocrate. Pourquoi? Parce que la famille de Kerensky comptait dans ses membres des gens qui exerçaient une profession similaire à celle du père de Lénine dans l'inspection académique d'une part, et d'autre part des gens qui exerçaient la profession peu pratiquée, certes, de Lénine, avocat. Donc, un certain Kerensky qu'il connaissait dès son enfance, dès son adolescence. C'est à noter, et ça va expliquer beaucoup de choses par la suite. Voilà. Alors, les années passent, notre ami, façon de parler, entre guillemets, Lénine est amené à changer plusieurs fois de résidence. Il aimait beaucoup la France, il faisait de nombreuses visites touristiques dans ce pays, où il jouissait d'une totale liberté d'action. Mais finalement, il comprendra que, comme tout le monde d'ailleurs, que la situation politique internationale pourrait offrir l'occasion d'une nouvelle guerre, dans laquelle la Russie risquerait d'être impliquée. Alors déjà, la guerre russo-japonaise a servi à déclencher une révolution, certes avortée, mais prometteuse, où les bolcheviks ont joué quand même un rôle. Alors il se dit, si ça pouvait recommencer. Et il remarque qu'entre l'Empire austro-hongrois, Vienne, les Habsbourg et les tsars, ça pourrait dégénérer à cause de la situation dans ce qu'on a appelé par la suite la Yougoslavie. À ce moment-là, c'était le problème de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, Lénine se dit oui, c'est intéressant, et il va dans la partie de Pologne à l'époque autrichienne, tout au sud. Il s'installe là-bas. Les autorités autrichiennes, sachant que c'est un révolutionnaire anti-national russe, n'y voient aucun inconvénient. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pense l'administration policière viennoise, et tout se passe bien, sauf évidemment que le contrôle des différents éléments de son propre mouvement bolchevique pose problème. Trotsky l'ennuyait beaucoup avec son indépendance brouillonne, tantôt il est avec lui, tantôt il est contre lui, il fait des brochures contre Lénine, et puis après il se réconcilie, et ainsi de suite, ça n'en finit plus. Donc Trotsky lui tape sur le système, alors Lénine apprécie modérément. Enfin, il a toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes d'argent. Il y a un procès au sujet de l'argent qui est détenu par les sociodémocrates allemands entre les deux factions menchevique et bolchevique, pour savoir qui hérite de cet argent qui est donné en héritage, mais que gèrent les sociodémocrates allemands, une histoire de fou. Bon, voilà, les expropriations, les ex de bandits ou de chefs de bandits comme Staline et autres, ou des noms plus connus dans le domaine du banditisme, mais peu importe, rapportent, mais quand même c'est difficile de sortir de l'argent. On se met dans la fausse monnaie, mais la police française, en particulier les polices européennes, arrivent à arrêter les faussaires membres du parti bolchevique. J'en citerai un seul, Litvinov, futur des ministres des Affaires étrangères de Lénine. J'arrête? Oui, la police française arrête des faussaires, parmi eux de faux roubles, parmi eux un certain Litvinov qui deviendra ministre des Affaires étrangères de Lénine par la suite. C'est bon à noter au passage. Voilà. Et alors un certain nombre de choses se produisent, et bien que passant sa vie à étudier la situation géopolitique et autres, Lénine, comme beaucoup d'ailleurs, je n'y jette pas la pierre qu'à lui, eh bien il ne prévoit pas ce qui va éclater, c'est-à-dire la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et il va en être immédiatement victime, car
il a beau lutter contre le tsarisme avec la tolérance de la police impériale autrichienne, il est un sujet russe, il est un sujet du tsar. Et donc il est prié de déguerpir immédiatement de l'Autriche, la préfecture de police le fait prévenir, de Vienne, il doit partir immédiatement, sinon il sera mis dans un camp d'internement. Et donc il passe en Suisse, où il va résider à partir de ce moment-là. Trotsky disparaîtra également. Voilà. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, il séjourne en Russie, et il lance le mot d'ordre « Transformer la guerre étrangère en guerre civile ». Les soldats russes doivent tourner leurs armes contre le régime tsariste et ne pas s'occuper des Autrichiens ou des Allemands. L'ennemi numéro un, c'est la domination du capital ou de la monarchie dans tel ou tel pays. Mot d'ordre d'ailleurs valable également pour la France, sauf qu'il y a beaucoup moins de bolcheviks et pour cause. Quoique, il y en aura quelques-uns par la suite. Voilà, mais pour tous les pays. Transformer la guerre étrangère en guerre civile. Alors naturellement, ça intéresse et les Autrichiens et les Allemands en guerre contre le tsarisme. L'ennemi numéro un de Lénine, c'est le tsarisme, même si son mot d'ordre est valable pour tous les pays. Donc, petit à petit, des agents allemands se rapprochent de Lénine, des événements divers et variés sur tous les fronts se produisent, la guerre n'en finit plus. Arrive 1917, les événements sont connus, hein, la fin de l'hiver, le début du printemps 1917, c'est l'effondrement du tsarisme. Je prends le calendrier grégorien, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un décalage avec le calendrier julien des Russes. Et donc, c'est l'effondrement du tsarisme et naît la République russe. Et nous voyons des personnages comme tel ou tel prince ou comme un certain Kerensky qui deviennent chefs du gouvernement. Bon, voilà. Et Lénine prépare l'acte 2. Pour lui, l'acte 2, ça va être sa prise du pouvoir, du moins l'espère-t-il. Mais il y a plusieurs candidats. Alors pour l'instant, il est en Suisse, exilé. Bon, alors lui, ça l'ennuie beaucoup. Il voudrait être sur place pour participer aux événements. Mais, il s'est passé un certain nombre de choses. Je l'ai dit, les agents allemands travaillent en Suisse, s'intéressent au milieu des migrations, ont bien étudié les différents congrès pseudo-pacifistes, car la guerre civile peut être encore pire que la guerre étrangère, comme l'histoire de Russie va le révéler bientôt. Et donc, ils ont étudié les efforts de Lénine, ils l'intéressent, et ils sont tout à fait partisans de le faire rentrer en Russie. Mais l'Allemagne est toujours en guerre contre la Russie, il va falloir faire un tour de passe-passe dans un train discret, et financé par les Allemands, Lénine va opérer avec la bénédiction de l'armée, de l'administration allemande, du gouvernement allemand au niveau suprême, il va opérer son retour en Russie et il va pouvoir, avec un décalage, être sur place, avec un retard, et travailler à sa propre révolution. Et il va y travailler sérieusement, puisque quelque temps après, grâce au coup de main providentiel des services de Guillaume II, il est sur place, eh bien il va se produire ce qu'on a appelé la Révolution d'octobre, qui n'est qu'un vulgaire coup d'État militaire. Les unités militaires les moins sûres, les plus travaillées par la propagande bolchevique, ou tout simplement pacifistes, ou là où il y a plus de gens travaillés par des idées de désertion ou de lâcheté pure et simple, se trouvent à l'arrière. La capitale, Saint-Pétersbourg, appelée maintenant Pétrograd, connaît des tas d'unités dont les soldats n'ont qu'une seule préoccupation, ne jamais retourner au front, ne pas risquer d'être tués ou blessés en se battant contre les Allemands. Là, il est facile de faire triompher les idées de Lénine et un coup d'État militaire sera organisé, un double coup d'État militaire. C'est une partie peu connue, car en fait Trotsky travaille pour son propre compte, Lénine et ses acolytes travaillent pour le leur, tout ça se mêle, et finalement les anarchistes sont dans leur coin, etc., etc. Tout ça aboutit à un coup d'État militaire, hein, le 7 novembre 1917, selon le calendrier grégorien. Le coup d'État s'est produit en quelques heures.
tout le système républicain s'effondre de façon particulièrement lamentable. Kerensky prend la fuite dans une voiture militaire américaine. Bon, lamentable fin de la démocratie pseudo-occidentalisée en Russie. Et puis voilà. Et Lénine est le maître d'un seul coup de quelques centaines de kilomètres carrés à Pétrograd et autour de Pétrograd. Et il va naturellement n'avoir qu'une idée, étendre tout cela. Et bientôt va commencer une atroce guerre civile, celle qu'il voulait, et qui va durer jusqu'en 1921, jusqu'à fin 21, début 22, sans compter des épisodes annexes. Mais ceci est une autre histoire. Et voilà. Et à ce moment-là est constitué le gouvernement bolchevique, dans lequel nous trouvons évidemment un certain Trotsky, et nous trouvons également un nommé Staline in extremis. C'est le seul qui n'est pas à par ordre alphabétique, car il a été rajouté à la dernière minute. Ça se voit très bien sur la Pravda du jour. Bon, voilà, ce gouvernement est constitué. Et il se met au travail, et il joue sur les divisions entre les ennemis du bolchevisme, et il joue sur l'ambiguïté des Occidentaux. Les Occidentaux s'imaginent qu'ils vont mettre Lénine et compagnie dans leur poche et leur faire continuer la guerre ou reprendre la guerre contre les Allemands, exactement comme Kerensky qui avait maintenu le front de l'Est, si on regarde du côté par le regard allemand, qui avait maintenu le front de l'Est, qui immobilisait de nombreux soldats allemands, et donc ils se disent on va pouvoir faire la même chose avec Lénine. Lénine, par des agents divers et fort nombreux, réussit à intoxiquer Anglais, Français, Américains, où il y a des éléments d'ailleurs pro-communistes dans les trois nations, et à jouer là-dessus. Mais en attendant, la pression militaire des Allemands augmente, et nous avons les fameuses négociations de Brest-Litovsk, à contre-cœur, parce qu'ils se méfiaient de Trotsky. Lénine finit, bon gré mal gré, à se rallier aux idées de Trotsky, qui a été d'abord ni paix ni guerre, ce qui était une aberration totale, parce que les Allemands ont tout de suite compris, ni paix ni guerre, ça marche pas. Ils ont commencé une avance en direction de Pétrograd. Alors évidemment, le front des hordes bolcheviques s'est effondré à ce moment-là. Bon, Lénine a compris que c'était sérieux, et après il y a eu les fameuses négociations de Brest-Litovsk, que Lénine a entérinées contre la vision d'une partie bolchevique, les partisans de Trotsky et d'autres, qui voulaient tenter une guerre révolutionnaire, qui leur aurait été sans doute à l'époque fatale, début 1918. Mais pour le prix d'un tiers de la Russie, l'Ukraine en particulier tout entière, pour ne citer que ça, bon, tous les pays baltes, j'en passe et des meilleurs, etc., etc., ça serait trop long à décrire tout ce qu'ils ont cédé. Pour le prix d'un tiers du territoire, eh bien, amputé, la Russie se trouve en paix avec l'armée allemande qui a fait une prodigieuse avancée à la grande déception des puissances occidentales qui voulaient fournir armes et munitions aux bolcheviks, qui sont déçus, mais il se passe des choses étranges sur le front à l'ouest. Les offensives allemandes du printemps 1918 et de l'été 1918 vont échouer. Lénine, comme tout le monde, suit cela. Et finalement, il comprend qu'il va falloir tourner kazakh. L'ambassadeur d'Allemagne à Moscou est assassiné. Oui, Lénine a été contraint de se replier en raison de la proximité de Pétrograd, maintenant du territoire allemand. Bon, il s'est replié à Moscou. Et Moscou est devenu à nouveau la capitale de la Russie. Bon. Donc, nous voyons les Occidentaux se rapprocher à nouveau des bolcheviks, et finalement, il y aura donc en novembre 1918, l'armée allemande sera obligée de tout évacuer, et
la Russie de Lénine récupérera pas mal de territoires. Lénine connaîtra quelques problèmes, tels qu'un attentat dirigé contre sa personne par une extrémiste de gauche, il sera grièvement blessé, etc. Il va constituer son gouvernement, qui va être terrible pour le peuple russe, et il va appliquer effectivement la doctrine marxiste dans le vrai sens révolutionnaire de sa formulation. Le peuple russe va en faire l'expérience. Il y aura de grandes famines, bien avant celles des années 30. Il y aura des famines dès le début des années 20. Il y aura une répression épouvantable des non-communistes. La guerre civile sera gagnée par les divisions avec les Blancs. L'armée rouge ne fera pas de quartier. Bien pour Lénine, et tout ceci se terminera mal donc pour le peuple russe, et nous entrons dans une autre période de l'histoire. Et Lénine, que va-t-il devenir? Lénine, il a été gravement blessé par l'attentat d'une extrémiste de gauche contre lui. Et donc, très esquinté, il va en connaître par ailleurs d'autres problèmes de santé, et petit à petit il va être contraint de déléguer, même si ce n'est pas explicite, la plupart de son pouvoir, et en janvier 1924, il finira par mourir, sans doute. Il y a toute chance quand même, on a dit que peut-être on avait précipité sa mort, cela paraît douteux tellement il était entouré par une police remarquablement efficace dans son genre, terriblement efficace même, et nous voyons que Lénine disparaît donc en janvier 24, et là vous savez il y aura la fameuse querelle entre ces deux dauphins, Staline et Trotsky. On a interprété des textes de Lénine et de Lénine sur Staline et Trotsky, mais on voit bien qu'il se méfiait en réalité des deux, pas à tort d'ailleurs. Et donc il disparaît de la scène historique après avoir fondé, dernier mot, l'Internationale communiste, le Comintern, qui exercera des ravages extraordinaires sur la situation internationale, notamment en Allemagne, pour citer un pays au hasard, mais sur toute la planète, entre autres aussi en Chine, etc., pendant son existence jusqu'en 1943. Alors suivra un héritier, Staline, qui ne suivra pas exactement ce qu'a fait Lénine, voilà, mais comme disait Rudyard Kipling, et je me répète, ceci est une autre histoire. Je devais vous parler aussi de léninisme, c'est-à-dire de pratiques qui ne sont pas dans Marx, qui sont simples du combat politique, mais réservons ceci pour une autre partie.